Où est passé le plan d'urgence annoncé par Paul Biya le 31 décembre 2013? Près de 4 mois après cette annonce, pas de nouvelles. Y a-t-il à présent lieu d'affirmer que l'on est sur le point d'exécuter ce plan si l'on s'en tient au communiqué final du Conseil de cabinet publié cette semaine par la presse? La nouvelle expression parle déjà des incertitudes qui pèsent sur ce projet de plan d'urgence, tout en indiquant que le gouvernement de Philemon Yang tourne en rond. Cameroun Tribune, évoquant les points de ce plan d'urgence, se demande comment on va atteindre un taux de croissance de 6% dès cette année 2014. La presse se demande aussi comment va gouverner Abdelaziz Bouteflika. À un peu plus de 77 ans, le président algérien vient d'être élu pour un 4e mandat. L'image qui aura marqué plus d'un, c'est bien sûr Abdelaziz Bouteflika arrivant dans un bureau de vote sur une chaise roulante. Y a-t-il des leçons à prendre de cette élection et comment comprendre en définitive que la mutation du plastique non biodégradable au plastique biodégradable est autant de mal à passer pour les commerçants et même pour les acteurs de la société civile? Pierre Hélé, le ministre en charge de l'environnement, de la protection et du développement durable, est-il vraiment pris dans le tourbillon des plastiques, comme le dit Mutation? C'est à se demander. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Droit de réponse. Droit de réponse est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat. Ainsi, comme tous les dimanches sur ce plateau, des analyses, des économies, des hommes politiques et surtout des journalistes se relaient et tentent bien sûr de donner un droit de réponse et surtout un point de vue en rapport avec l'actualité telle que vue par la presse. Et ce dimanche, nous allons nous intéresser, si vous nous avez bien suivis, au plan d'urgence, à ce conseil de cabinet tenu à la primature en ce début de semaine. On va également parler de la réélection de Abdelaziz Bouteflika et bien sûr nous parlerons de ce fait d'actualité, des emballages plastiques non biodégradables ou alors des emballages plastiques biodégradables. Avant de faire connaissance avec nos invités ce dimanche, je vous propose de refaire un tour dans les kiosques avec Jean-Paul Chouniat, comme tous les dimanches d'ailleurs. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Sandrine. Alors, qu'a dit la presse au sujet de ces 3 actualités? Comme vous l'avez d'ailleurs résumé, on va donc commencer par le plan d'urgence. Plan d'urgence, le gouvernement veut accélérer la croissance économique et atteindre dès 2014 au moins 6% de taux de croissance, écrit Cameroun Tribune. Dans ce compte rendu du Conseil de cabinet, précise le quotidien gouvernemental, il s'agira aussi à travers ce plan d'urgence de relever le taux d'exécution du budget d'investissement public à plus de 90%. Pour la nouvelle expression, des incertitudes planent sur le plan d'urgence de Paul Biya. Sa faisabilité divise les membres du gouvernement. Pour certains ministres, ce plan d'urgence, c'est du copier-coller du déjà vu en d'autres circonstances, relate le journal. Ses chances d'être appliquées sont réduites. Il faut attendre l'autorisation de Paul Biya, habitué à prendre tout son temps. Et la nouvelle expression de conclure, le Premier ministre Philemon Yang tourne en rond. Le plan d'urgence se trouve dans une impasse qui ne dit pas son nom. Faut-il croire au plan d'urgence, s'interroge Mutation, mission impossible pour 2014 selon des économistes. S'il est mis en marche, son impact sur la croissance sera perceptible dans 18 mois, soutient l'économiste Bernard Wandji. Présidentielle 2018, et si l'Algérie nous parlait au Cameroun, écrit Mutation. En faisant le parallèle entre les deux pays, il apparaît clairement que le Cameroun n'est pas à l'abri du syndrome algérien. Les mêmes signes d'essoufflement de la gouvernance en Algérie sont perceptibles au Cameroun. Séjour privé prolongé et répétitif de Paul Biya à l'étranger, inertie du gouvernement, guerre de clans sont quelques similitudes avec l'Algérie, relève Mutation. Pour le politologue Michel Koudou, les raisons personnelles qui pousseraient le chef de l'État Paul Biya à se représenter ou non en 2018 sont avant tout d'ordre de politique interne et dans une certaine mesure d'ordre politique externe. Un mimétisme politique n'est pas envisageable. Parlons à présent des emballages plastiques. Le quotidien Mutation écrit « Et les pierres dans un tourbillon de plastique ». Depuis le lancement de la campagne de sensibilisation, la décision du ministre de l'Environnement reste ignorée dans les grandes villes du pays, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Maroua. Les commerçants et usagers défient et les pierres, conclut Mutation, surtout que la mesure a pris effet le 25 avril. Pour le messager, les plastiques emballent 2 ministres. La décision de les pierres de l'environnement et Luc Magloire Mbaga Tangana du commerce rencontre la résistance des utilisateurs sur le terrain. Pour Europe Plus, c'est l'arrêté des 2 ministres qui emballe plutôt les usagers. Face à la surprise de certains, l'opération zéro emballage plastique forme ce droit vers l'échec. Et puis pour conclure cette revue de presse, une petite note d'humour constatée devant un kiosque, un lecteur qui s'interrogeait, Sandrine, si finalement une décision biodégradable de 2 ministres peut-elle stopper la prolifération des plastiques non biodégradables. Très bien.
Belle interrogation de ce lecteur. Peut-être qu'on tentera de lui apporter des réponses à ses préoccupations. Merci à vous, Jean-Paul Chouniat. On va se retrouver dimanche prochain, certainement, avec d'autres thématiques. Eh bien, pour ce dimanche, sur ce plateau, nous recevons pour la toute première fois Robert Mouta-Ambassa. Bonjour. Bonjour Sandrine, c'est avec plaisir que je me retrouve dans ce studio. Et je crois que je confirme que c'est la première fois que je suis invité à Equinox à Douala. Et voilà, je crois que c'est avec plaisir que nous allons donner nos positions par rapport au sujet de l'air. Très bien, je signale que vous êtes membre du comité central du RDPC. Tout à fait, je suis membre du comité central du RDPC jusqu'à nouvel ordre. Et puis en même temps, je suis expert pétrole et développement durable. Très bien. Avec vous, on va beaucoup comprendre certainement des questions économiques de développement durable qui nous interpellent et peut-être des questions politiques aussi avec la réélection de Abdelaziz Bouteflika sous votre casquette d'homme politique. Suzanne Kalalobé, bonjour. Bonjour Sandrine Yamga. Merci d'être là ce dimanche encore. J'espère que ça va durer. Ça va toujours durer. Là, on commence à être bien habitué, Suzanne Kalalobé. Et puis Joseph Roland Jottier, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je signale que vous travaillez pour le quotidien de l'économie. Tout à fait, merci de m'avoir invité. Et c'est avec plaisir que nous allons débattre ensemble ici des grandes questions qui concernent l'économie nationale, qui concernent, n'est-ce pas, certains sujets au niveau international. Très bien, justement, commençons par l'économie. Le plan d'urgence annoncé par Paul Biya. Joseph Roland Jottier, ce plan d'urgence reste attendu tout de même, mais la presse semble s'impatienter. A-t-elle raison de le faire? La presse a raison, mais déjà en parcourant les journaux de la semaine, certains confrères ont un peu brillé par un gros penchant, n'est-ce pas, vers l'optimisme, vers le pessimisme, pardon. Mais je pense que ce plan d'urgence, n'est-ce pas, était attendu et il est déjà là aujourd'hui puisque lors du conseil de cabinet du 21 avril dernier, présidé par le PM, ce plan d'urgence a été présenté aux membres du gouvernement pour examen. Donc bientôt il sera véritablement implémenté. Ce plan d'urgence arrive à point nommé parce qu'il le fallait, parce que, voyez-vous, l'économie en 2013 au Cameroun n'a pas vraiment été bonne au niveau des performances. On a un taux de croissance de 4,8%, alors que les projections, n'est-ce pas, lors de la préparation du budget 2013 en 2012, donnaient lieu, n'est-ce pas, à un taux de croissance de 6,1%. Finalement, il a fallu se raviser. Il a fallu, n'est-ce pas, revoir ses prétentions, notamment après le passage du FMI, n'est-ce pas, en 2013. Finalement, à la fin de l'année 2013, on a pu enregistrer un taux de croissance d'accumulation de richesse de 4,8%. Repli provisoire de 1,3%, situant, n'est-ce pas, le taux de croissance à 4,8%, comme je disais tantôt. Et les causes, n'est-ce pas, de cette contre-performance, n'est-ce pas, on a tous vu en 2013 un très faible taux d'exécution du budget d'investissement public, qui, le chef de l'État l'a dit le 31 décembre, n'atteignait pas 50%. On se rappelle, n'est-ce pas, que l'évaluation du BIP dans le littoral en 2013, on était à moins de 30%, donc pratiquement 26%. Dans la plupart des régions, c'était pratiquement la même performance. Alors, comment il est possible de comprendre, Robert Mouta-Ambassa, que le chef de l'État a annoncé ce plan d'urgence? On s'attendrait peut-être à ce que cela arrive dans les semaines d'après le 31 décembre 2013. Nous sommes rendus à 4 mois et on entend subitement reparler de ce plan d'urgence avec quelques prévisions faites par les membres du gouvernement. Est-ce que vous avez l'impression que le diagnostic avait été déjà fait par le chef de l'État avant cette annonce? Disons que mon voisin de droite, c'est Joseph Jottier. Joseph l'a dit tout à l'heure. Il y a des indicateurs que le chef de l'État a eu avec le passage du FMI, la non-exécution du BIP. Tous ces paramètres n'ont pas permis d'atteindre les objectifs escomptés. Donc, le président, dans son discours, a tiré la sonnette d'alarme, effectivement, parce que quand on parle de plan d'urgence, le plan d'urgence repose sur la prévision. Un plan d'urgence a pour vocation d'apporter une méthode d'organisation rigoureuse, étudiée, planifiée, enseignée et répétée. Donc finalement, quand vous voyez qu'en fin d'année, le président a des indicateurs qui ne sont pas bons, on n'a pas atteint les objectifs, il faut repartir sur une nouvelle année, on voit bien que tout ce qui est prévu, même quand on parle d'émergence, est un peu compromis par rapport à ces résultats qui ne sont pas bons. Donc le plan d'urgence qu'il faut mettre en place est un plan pour essayer de rattraper le retard, essayer d'accélérer et se retrouver là où il fallait se trouver. Donc du coup, ce plan, je ne pense pas que ce soit un document que la présidence va éditer et va mettre dans les médias par-ci par-là. Je pense que les instructions ont sûrement déjà été données au niveau du gouvernement
pour essayer de rattraper rapidement et se remettre au travail. Par contre, parlant de cette histoire bon, peut-être on va en parler tout à l'heure, parlant de croissance, de taux de croissance, je ne voulais pas exactement. embrayer On y reviendra. mais parce que c'est lié un tout petit peu. Donc moi je pense que le plan d'urgence est nécessaire pour essayer de rebooster les choses, remettre les gens au travail, consommer les budgets qu'on a prévus pour les investissements, amener les Camerounais à contribuer d'une manière ou d'une autre, à payer leurs ressources, les taxes et autres. Tout ça, ça influence l'ensemble du fonctionnement du pays. Donc, moi je pense que il n'y aura pas un document qui va sortir et qui va être mis sur place publique pour dire voilà le plan d'urgence. Je pense que le gouvernement doit déjà l'avoir reçu et il a la responsabilité de mettre en application la politique définie par le président. Alors, Suzanne Kalalobe, est-ce que c'était un peu tard là? La presse estime que 4 mois, c'est beaucoup trop long lorsqu'on parle de plan d'urgence et d'ailleurs, elle commence à dire est-ce que c'est finalement un plan à moyen terme ou alors à long terme. Alors, ce type d'expression autour de plan d'urgence, est-ce que cela est compréhensible alors qu'il y a une sortie du gouvernement? Déjà, je pense que la presse a été extrêmement laconique et très superficielle sur ce plan d'urgence. Je le dis parce que un plan d'urgence, quand c'est dit comme ça ne veut pas dire que c'est là tout de suite demain, puisque c'est un plan. Donc il doit être élaboré, il y a un ensemble de paramètres qui doivent être intégrés. Quand la presse dit en jouant que le plan d'urgence arrive un peu trop tard, ça veut dire qu'ils ne sont pas pressés, je pense que la presse ne fait pas attention à la manière dont les choses fonctionnent. Et elle ne dit pas ça, puisqu'elle a choisi d'éditorialiser. Dans les différents journaux, que ce soit Cameroun Tribune, que ce soit Le Messager, que ce soit Mutation, La Nouvelle Expression, personne ne s'intéresse à nous dire le contexte de décision de ce plan d'urgence, ce qu'est un plan d'urgence, ce qu'il contient. Cameroun Tribune nous balance un communiqué laconique comme si ça nous suffisait. Le Messager, La Nouvelle Expression, Mutation, selon nos habitudes, on éditorialise et on fait des jeux de mots, mais quand on finit la lecture, on ne sait toujours pas ce que c'est que ce plan d'urgence. Et juste quelques lignes sont dites. Moi, je pense que pour quelque chose d'aussi important, il aurait fallu que la presse extirpe les éléments essentiels pour qu'il y ait un débat public sur ce plan d'urgence. Est-ce que véritablement ce plan va effectivement résoudre les problèmes qui sont posés? Bref, le public, une fois de plus, passe à côté de quelque chose d'essentiel parce que la presse ne lui permet pas de faire le lien. Aristide Guetan, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour. Merci surtout d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau d'Equinox Télévision. Alors, vous avez certainement suivi cette actualité autour du plan d'urgence. Comment vous voyez et analysez le traitement de cette actualité par la presse? Suzanne Kalalobe estimait que c'était un traitement laconique et l'on n'a pas suffisamment appris sur le contenu, ce qui peut être considéré comme le contenu de ce plan d'urgence. Mais écoute Sandrine, au-delà du communiqué publié par la plupart des journaux de la place, moi je trouve que sur ce point Suzanne a parfaitement raison parce que les confrères se sont contentés de publier simplement le communiqué et parce qu'un plan d'urgence en matière d'économie, il faut analyser les chiffres, c'est-à-dire il faut dire nous sommes partis de A pour nous avons tel objectif, nous avons eu tel objectif pour atteindre B, nous n'avons pas pu, raison pour laquelle nous déployons d'autres stratégies pour atteindre le plan concerné. Donc moi je pense que la presse aurait dû mentionner, c'est-à-dire faire une sorte d'analyse prospective, c'est-à-dire au-delà de l'analyse profonde, en citant, il faut noter que pour la gouverne de nos téléspectateurs, que nous étions partis pour un budget de 3 312 milliards au départ, et que dû à l'insolvabilité de l'État, parce que c'est de ça qu'il est question, dû à l'insolvabilité de l'État, le gouvernement de la République a estimé qu'il y avait un certain nombre de pesanteurs, comme l'a nommé Moutembassa, et qu'il fallait adjuger un montant de 350 milliards pour redéployer conséquemment notre économie. Donc moi je pense que la presse a été trop passive, elle n'est pas allée au fond de la chose, et je pense que nous gagnerons, nous journalistes, au-delà des reportages, au-delà des comptes rendus planiques, nous gagnerons à entrer en profondeur, et c'est la raison pour laquelle il faut de temps en temps donner la parole aux spécialistes, parce que
pour ne pas être, comme on dit au quartier, les sabitou, ce genre d'informations, il faut approcher les spécialistes, leur donner de la parole pour qu'ils puissent entrer en profondeur et pour qu'on puisse savoir de quoi il est question. Alors, parmi les points évoqués lors de ce conseil de cabinet Moutambassa, le Premier ministre Philemon Nya a estimé qu'il faut passer à un taux de croissance de 6%. Alors, on estime que cela peut être possible dès 2014 et on a justement vu dans la presse des réactions d'autres économistes qui estiment que ça va être très difficile, surtout qu'il nous reste quelques mois pour la fin de cette année 2014. Comment vous comprenez le contenu de ce communiqué à l'issue du conseil de cabinet? J'ai ma petite idée là-dessus parce que quand le Premier ministre veut un taux de 6% en 2014, il peut l'avoir. Il suffit qu'il y ait un fonctionnaire au ministère du Plan qui décide que c'est 6 et on aura 6. Vous comprenez? Donc je crois que quelque part, c'est un sujet très délicat, parce que quand on parle de taux de croissance, on parle de PIB. C'est le produit intérieur brut. C'est la somme des richesses créées par les ménages, les entreprises, en fait, toutes les entreprises à l'intérieur de notre pays, y compris les ménages. Alors, toutes ces richesses qui sont créées doivent pouvoir varier, croître positivement de l'ordre de 6%. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous devez déclarer ce que vous produisez comme richesse. Vous connaissez combien d'entreprises qui déclarent 100% de ce qu'elles produisent, Vous connaissez beaucoup de ménages qui disent exactement ce quels sont leurs revenus. C'est très difficile. Donc moi je pense que je suis même à l'inverse de beaucoup de gens. Je pense qu'on est même largement au-dessus de 6%. Parce que si tous ces gens qui ne déclarent pas normalement ce qu'il faut déclarer, parce qu'il faut prendre les richesses créées par tout le monde à l'intérieur du pays. Si vous créez une richesse, je ne sais pas, vous avez une entreprise qui crée la richesse pour 100 millions et que vous ne déclarez que 50 millions, ça joue sur le taux de croissance, ça joue sur le PIB. Donc, vous à la maison, vous avez un salaire de 500 000, mais vous déclarez 100 000. Évidemment, ça joue sur le PIB. Alors, quand vous voyez... Est-ce donc possible de contrôler tous les chiffres avec le J'en viens pour dire que, justement, c'est très difficile de contrôler ces chiffres. Et c'est la raison pour laquelle c'est quelqu'un, quelque part, dans un ministère qui va vous dire c'est tant de %. Parce qu'il n'a pas tous les éléments. Les éléments qu'il a ne sont pas juste à 100%. Donc, forcément, par rapport à cette situation, c'est très complexe de trouver un taux de croissance réel. C'est un taux de croissance relatif par rapport à ce qui est déclaré et qu'on accepte comme tel, et on peut se retrouver à 6%. Mais sinon, si les choses se faisaient normalement, peut-être qu'on serait même à 2 chiffres. La différence aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'un petit groupe s'accapare toutes ces grosses richesses produites au détriment de la majorité, et du coup ça pose problème. Donc quelque part, surtout le 6%, si le Premier ministre dit qu'il veut 6%, il aura les 6%. Mais est-ce que ces 6% qu'il a sont réels? Est-ce qu'on le ressent dans le panier de la ménagère? Parce que quand on dit qu'il y a un accroissement de 6% pour le Cameroun, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous avez généré 100 francs dans votre ménage, et sur une période équivalente d'un an, vous êtes passé à 106 francs, ça fait 6% d'accroissement, et forcément, vous devez ressentir 6% dans vos dépenses, donc vous devez gagner un peu plus de 6%. Et donc il est facile de comprendre pourquoi la vie semble un peu plus chère. Tout à fait, parce que quelque part, tous ces chiffres qu'on avance, moi je préfère les prendre avec des pincettes, parce que vous vous souvenez, il y a quelques jours, quelques semaines, le directeur général des impôts, il a bien dit que 92 000 entreprises ne déclarent pas. Comment vous allez calculer le PIB d'un pays quand 92 000 entreprises PME de ce pays ne déclarent pas? C'est très compliqué. Donc, cette déclaration du directeur général des impôts annule déjà ces 6%. Suzanne Kalalobé. Oui, enfin moi je crois que le problème c'est pas le taux de croissance. Et c'est là où je fais un reproche à la presse, parce que ce plan d'urgence contient quoi exactement? Et encore une fois, qu'est-ce qu'il veut résoudre? Parce que quand Philemon Nya annonce qu'il souhaite que nous restons dans des vœux pieux, et on sait très bien, comme il vient de le dire, que dans les modèles économiques, la détermination du taux de croissance peut être totalement arbitraire et ne correspondre à rien du point de vue de la croissance économique elle-même. Et si je me souviens bien, il y a eu un document stratégique. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. C'est sur la base de ce document qu'on tire un plan d'urgence, c'est-à-dire qu'on prend des éléments de ce document qui auraient dû être planifiés sur 5 ou 10 ans et dont on pense qu'ils peuvent être résorbés dans 2 ou 3 ans. Donc le fond, c'est quels sont les mécanismes que contient ce plan d'urgence pour résoudre les problèmes fondamentaux de l'économie camerounaise qui sont l'organisation, la visibilité et le contrôle de l'ensemble des ressources produites. Le plan d'urgence là-dessus est totalement muet. Qu'est-ce que le plan d'urgence propose
pour en quelque sorte recouvrir une assiette fiscale qui va permettre à l'État d'avoir des nouveaux revenus. Comment il fait pour contrôler le train dispendieux de l'État? Qu'est-ce que l'on fait des milliards qui sont encore en prison? Bref, il y a des choses urgentes qu'il y a à faire et que le plan d'urgence n'énonce pas. Et que la presse aurait très bien pu prendre. Parce que c'est un débat politique national. On ne va pas laisser notre pays, toujours gouverné par d'autres, critiquer seulement et ne pas demander des comptes au moment où justement les choses s'élaborent. Et c'est là où la presse joue un grand rôle. Alors, et si elle reste muette, c'est tant pis. Était-il donc possible, Joseph Roland, aussi facilement pour la presse d'en savoir un peu plus sur les conclusions, ou bien même sur les travaux de ce conseil de cabinet, si tant il est vrai que pour l'essentiel, la presse n'a fait que publier en intégralité, Aristide Ngokam l'a dit tout à l'heure, le communiqué à l'issue de ce conseil de cabinet en énonçant simplement les déclarations à la fois de Philemon Nia et du ministre de l'économie. Sandrine, c'est vrai qu'il y a quand même, hormis le fait que certains journaux ont publié ce communiqué-là, il y a quand même le fait que quelques journaux ont quand même fait quelques petits articles. Il faut quand même dire que c'est cette semaine, c'est la semaine qui est en train de s'écouler. C'était le 20 avril dernier, on est le 27. Donc il y a 6 jours, n'est-ce pas, que ce plan d'urgence a été rendu public. Il était vraiment possible pour la presse de rentrer au fond de ce plan d'urgence pour pouvoir comprendre les différents contours. D'ailleurs, j'ai pu m'en procurer un exemplaire, une copie, en allant sur le site internet du Minepat. J'ai pu avoir tout le plan, je l'ai parcouru. C'est un très bon plan si on l'applique véritablement, avec rigueur, tel que c'est prévu. Vraiment, je pense que les choses vont vraiment bouger. Donc la presse aurait pu, n'est-ce pas, s'approprier ce plan pour le décortiquer et mieux présenter ce que cela prévoit comme action, n'est-ce pas, au public, aux Camerounais, parce qu'en réalité, c'est une thérapie. Tout à l'heure, j'ai évoqué, n'est-ce pas, le contexte dans lequel ce plan d'urgence intervient. Ce plan arrive à un moment donné, n'est-ce pas, où notre économie, n'est-ce pas, au niveau de la performance, ne se porte pas très bien. On a parlé du BIP qui a été, en 2013, n'est-ce pas, exécuté avec un très faible taux. On a également eu, n'est-ce pas, d'autres difficultés, n'est-ce pas, n'est-ce pas, dans l'implémentation, n'est-ce pas, des actions visant, n'est-ce pas, à améliorer les conditions de vie des Camerounais. Ce plan, n'est-ce pas, a 2 objectifs, n'est-ce pas, accélérer la croissance et créer des emplois. Tout ceci, n'est-ce pas, c'est pour dire que notre économie n'a pas été très performante en 2013, n'est-ce pas, avec le taux dont je parlais là. Le plan du genre, n'est-ce pas, voudrait, dans un premier temps, n'est-ce pas, mettre l'accent sur les secteurs prioritaires. Ces secteurs prioritaires, on le dit tous les jours pour ceux qui suivent, n'est-ce pas, l'activité économique au niveau du GICAM et bien d'autres, ou ailleurs. Il y a, n'est-ce pas, le secteur productif, n'est-ce pas, il faudrait qu'on puisse produire ce que nous consommons, parce que pour l'instant, quand on regarde la balance commerciale, on se rend compte qu'on importe beaucoup de denrées de première nécessité comme le maïs, comme le riz paddy, comme le soja, comme le poisson, et les chiffres que le plan d'urgence, n'est-ce pas, nous présente sont assez alarmants. Par exemple, on se rend compte qu'en 2010, la production était, n'est-ce pas, d'1,670,000 tonnes, mais cependant, on se rend compte qu'on a pu importer, n'est-ce pas, dans la même période, n'est-ce pas, on a importé, en 2012 par exemple, on a importé 172 283 tonnes. Vous voyez donc, on a donc un potentiel de production d'1,6 million, mais entre-temps, on importe 172 000, pour de 3 milliards. Pareil, en 2013, on a également importé plus de 100 000 tonnes. Pour le riz, même chose, on a importé 552 000 tonnes pour 156 milliards. C'est de l'argent qui sort. En 2013, on a importé 819 000 tonnes pour 212 milliards. Quand on regarde tous les chiffres, on calcule, on voit bien qu'en 2013, on a dépensé 264 milliards pour importer le riz, le maïs, le ciment. Hein? Comparativement, n'est-ce pas, à 2012, on a dépensé 186 milliards. Donc, en un laps de temps, on voit donc qu'on a les besoins, n'est-ce pas, en ces produits-là ne font qu'augmenter, une augmentation de près de 29%. Alors, Aristide Ngokam, avec tous ces chiffres et tout ce que l'on a précédemment entendu, est-ce qu'on peut se dire que le plan d'urgence, s'il est mis en marche, est-ce qu'il va permettre de rattraper effectivement ce qui devait être fait? Non, mais je ne pense pas. Je pense que vous auriez dû poser la question autrement. Comment moi, je pense qu'il est question, il y a un plan qui est lancé pour atteindre un objectif précis. C'est-à-dire qu'il faut atteindre 6%. Alors, nous sommes en 2014, le taux de croissance, pour prendre simplement cet agrégat ou alors ce point-là, le chef de l'État indiquait au 31 décembre 2013 qu'on est pratiquement à 4,1%. Alors nous sommes au début de l'année 2014, presque au 6e mois de l'année. Avec les 6 mois qui restent, est-on sûr de pouvoir atteindre
les 6%. Il faut rappeler déjà aux téléspectateurs que le plan d'urgence, c'est-à-dire est financé par le budget actuel. C'est ce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs. Est financé par le budget actuel. Très bien. Et il faut aussi rappeler aux téléspectateurs que notre État, c'est un État insolvable, c'est-à-dire qu'il ne paye pas ses dettes. C'est ça qu'il faut rappeler aux gens. C'est un État insolvable. Mouté Ambassa l'a rappelé tout à l'heure, et Suzanne a parlé d'assiette fiscale, c'est-à-dire les gens qui ne déclarent pas. Or, si les gens déclarent concrètement ce qu'ils consomment ou alors ce qu'ils produisent, ils font comme chiffre. Vous comprendrez qu'on va élargir notre assiette fiscale et ça nous permettra d'atteindre en quelque sorte l'objectif. Même de chiffres. Moi, je pense qu'il faut dire aussi que notre endettement est pratiquement de 20% de notre PIB. Ça veut dire c'est très grave. Je dis c'est très grave. Ça veut dire il faut déjà tenir compte de ça. Et lorsque quelqu'un a parlé du budget d'investissement public ici, si on l'exécute normalement, ça va créer de l'emploi, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vous vous rendez compte que nous sommes en avril, mais si vous faites le ratio, c'est-à-dire si vous descendez sur le terrain là, l'investissement physique, c'est-à-dire l'exécution physique n'est même pas aujourd'hui, nous sommes à 4 mois, n'est même pas aujourd'hui, je vous assure, au moins à 4%. Mais c'est très grave. Il y a des marchés qui ne sont pas passés. C'est-à-dire, vous interpellez les délégués départementaux, vous faites un sondage, vous interpellez les délégués départementaux du MINPAT, ils vous diront que nous sommes encore en train de passer les marchés. D'ici la fin du mois, nous allons passer les marchés. Mais c'est des objectifs qui ont été fixés depuis le début de l'année. Et je ne veux vous faire, ce n'est pas un secret de Polichinelle, pour vous dire que le chef de l'État, en fait, le ministre Nga Nunju Messi, je n'ai rien contre lui, a été pris de coup par le discours du chef de l'État, et a communiqué, c'est-à-dire a communiqué la liste des projets à exécuter, le journal du projet, alors que rien n'était prêt. Je dis alors que rien n'était prêt. Or, c'était constamment de coutume, c'était de coutume dans notre pays qu'on annonce, on fait des annonces, mais la plupart des projets généralement sont passés en mai, en juin, raison pour laquelle il y a une sorte de traîne dans tout ce qui est exécuté. Donc moi je pense que il faut faire très attention. C'est un projet très ambitieux pour le gouvernement. J'ai envie de croire qu'on puisse l'atteindre, mais il y a un certain nombre de présenteurs qu'il faut tenir en compte, qui ne seront pas facilement rattrapables, parce qu'il faut aller traquer un certain nombre d'opérateurs économiques pour qu'ils déclarent, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui se cache. Qui se cache quelque part dans les entreprises. Je reviens un peu encore sur le discours du chef d'État lorsqu'il déclarait qu'il y a tel nombre d'emplois. Mais les emplois, comment ils sont déclarés? C'est-à-dire, il y a le guichet unique de création d'emplois. C'est-à-dire, vous allez là-bas, tous les délégués départementaux ou régionaux font la somme des entreprises qu'on a déclarées, en fait, créées. On renvoie, mais on est sans ignorer que 1 an, 2 ans, quand les gars vont déjà vont commencer à payer la patente, ils ferment, ils recréent une autre personne. C'est l'argent du Cameroun qui est dispatché là et qui se perd. Alors Robert Moutambassa, comment il est donc finalement possible d'aboutir? On l'a dit tout à l'heure, peut-être vous estimez que c'est réalisable, pouvoir atteindre les 6%, mais est-ce qu'il est possible aujourd'hui de pouvoir comprendre l'écart qu'il y a toujours entre les prévisions et les réalisations? Oui, disons que moi je ne me limite pas à 6%, j'ai dit si les gens jouaient le jeu, on serait même à une croissance de 2 chiffres, pas un seul, 2 chiffres. Donc, chercher 6%, ça veut dire qu'on accepte tout le désordre qui est autour. Parce que regardez ce qui se passe. Tournez dans la ville de Douala, allez à Yaoundé, regardez le nombre de grues qu'il y a. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui circule. Les gens construisent des immeubles, 10 étages, 8 étages, 6 étages. Allez voir, beaucoup n'ont pas pris de prêts dans les banques. Mais les immeubles poussent. Pourquoi? Parce qu'on a verrouillé au niveau de la banque centrale. L'argent ne sort plus comme avant. Du coup, ceux qui d'une manière ou d'une autre donnent l'argent comme ils savent le faire, sont obligés d'investir dans l'immobilier. Voilà une piste. L'autre piste, c'est de gérer la partie financière. Il faut voir dans quelle mesure, avec la banque centrale, au niveau de la BEAC, voir comment refaire une nouvelle monnaie, changer la monnaie. Ça va obliger tous ceux qui cachent l'argent dans les maisons à revenir dans les banques. Sinon, l'argent, dès le lendemain, devient le papier. Donc, il faut jouer sur la monnaie. Il faut éviter de parler avec beaucoup de cash flow. Les Camerounais aiment beaucoup de l'argent liquide. Il faut travailler avec la monnaie fiduciaire. Il faut les chèques, il faut les cartes de crédit et tout, pour que l'argent reste dans les banques. Et là, on pourra mieux contrôler les uns les autres. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, j'étais déjà des impôts, a dit, s'il a pu compter 92 000 entreprises qui ne déclarent pas, il faut regarder ces 92 000 entreprises. Il fait quoi?
il doit aller sur le terrain, il doit obliger ces entreprises à déclarer. Parce qu'on sait bien, avant les années 90, avant les villes mortes de la désobéissance civile, les Camerounais déclaraient spontanément les impôts à de forts pourcentages. Depuis cette désobéissance civile, vraiment, je vous garantis que ceux qui déclarent, à part les grosses multinationales et autres qui ont une gestion assez claire et tout, mais les PME, PMI locales, celles qui déclarent jusqu'à 50%, c'est vraiment... C'est beaucoup. Donc, pourtant, le directeur général des impôts, sur le secteur privé. Le directeur général des impôts doit faire son travail, il doit traquer ces entreprises qui doivent sortir, déclarer tout ce qui génère comme richesse. Vous allez bien voir que quand on va faire le taux de croissance, ça va peut-être doubler ou tripler les richesses qu'on utilise aujourd'hui pour avoir le taux de 6. Donc moi je dis 6% comme le demande le Premier ministre, c'est insuffisant. On peut faire mieux. Oui, je pense que le plan d'urgence aurait dû s'appuyer sur la coercition à exercer sur les acteurs et les opérateurs. Parce qu'on s'aperçoit que bon, la croissance et la production des biens de services, etc. et de la rupture, comme il dit, le plan d'urgence doit exercer une coercition il y a une sorte de déni de confiance vis-à-vis de l'État. C'est pour ça que souvent on parle de gouvernance. Dans le plan d'urgence, il n'y a aucun élément de discipline ou de restaurer l'autorité de l'État ou encore de reconcentrer l'ensemble des opérateurs économiques sur un objectif, sauver le Cameroun. Et je crois que ce déficit de confiance qui commence depuis les années 90 n'a pas été pris en compte dans le redressement de la situation économique. Parce qu'une part de ce redressement procède du comportement. On a vu des opérateurs dans des tas de pays privés participer au sursaut national et à la croissance en acceptant de payer les impôts qu'ils doivent payer, en acceptant d'investir comme ils doivent le faire. Or, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. L'État s'appuie sur le secteur privé en disant au secteur privé, vous êtes aussi de ce pays. Et en tant que tel, vous devez investir sur ce qui est utile sur le long terme. Dans le plan d'urgence, c'est pour ça qu'il est insuffisant. Quand lui, il dit qu'il est bon, peut-être que sur le plan macroéconomique et technique, c'est un joli modèle. Mais appliqué à la situation actuelle, le plan d'urgence n'appuie pas sur les bons leviers. Les leviers, c'est le comportement des acteurs économiques. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à laisser, à donner pour favoriser la croissance? Ont-ils confiance en l'État? Parce que c'est ça qui est le fond, pour accepter que cet État-là puisse gérer une part de leur richesse produite. Voilà, j'aimerais tout simplement faire une petite précision. Le plan du genre n'a pas pour but, n'est-ce pas, de traquer les opérateurs économiques qui ne payent pas les impôts. Ça n'a pas pour but, n'est-ce pas, de mobiliser les recettes financières, fiscales et douanières. Ça a plutôt pour but... Mais il faut tout de même rattraper un certain retard. Et comment faut-il le rattraper dans ce cas? Robert Moussambassa a dit tout à l'heure, n'est-ce pas, qu'il s'est interrogé pour savoir si le DG des impôts travaillait. Mais j'aimerais préciser, les actions mises en place récemment par le DG des impôts ont prouvé, et les chiffres sont là pour les vérifier, parce que j'ai pu avoir accès à ces chiffres-là. Par exemple, le DG des impôts a déjà pu faire enregistrer au niveau de Douala près de 10 000 PME. C'est pas le procès du DGI. Non. Bien sûr, c'est pour ça. Ils vont payer comment? C'est ça le fond. Écoutez, c'est lui qui a révélé l'information selon laquelle sur les 94 000 entreprises, n'est-ce pas, recensées en 2009. Non, pas ça. Cet article, c'est même moi qui l'ai écrit. C'est moi qui ai fait cet article-là. Donc j'ai les éléments pour le dire. Mais c'est pas ça le problème. Non, comment c'est pas ça le problème? On parle de la pertinence. Bien sûr. On parle de la pertinence des outils proposés dans ce plan d'urgence. On est d'accord. Vous nous dites qu'il est bien. Expliquez-nous en quoi. Bien sûr. Il est bien parce qu'il met l'accent, n'est-ce pas, sur les secteurs prioritaires. Tout à l'heure, j'ai parlé de la production agricole. Pourquoi? Parce que l'argent qui sort à cause, n'est-ce pas, de l'importation des produits de grande consommation, notamment le riz, le maïs et bien d'autres, le soja, tout ça, c'est des poches de recettes qui peuvent permettre de booster l'économie si on produit ces produits-là localement, c'est-à-dire si on investit dans ces produits-là sur le plan local. Le délai, bien sûr, on va revenir dessus. On importe beaucoup de ciment. On a, par exemple, Dangote qui est en train d'être dans le chantier en finition. On a Cimaf qui a commencé à produire. On attend 300 000 tonnes en 2014. On a également, n'est-ce pas, la production d'énergie électrique qui doit pouvoir également s'améliorer pour que en 6 mois fonctionner. Non, je n'ai pas dit en 6 mois. J'ai regardé le projet, j'ai regardé le plan d'urgence et de manière très froide, sans passion, je me rends compte que c'est possible, n'est-ce pas, d'atteindre ce taux de croissance de 6% d'ici décembre 2014. Et en plus, il faut rappeler, le comment on va vous l'expliquer. Et il faut rappeler, n'est-ce pas, que ce plan n'a pas été élaboré uniquement par le Minipat assis dans son bureau.
Ce plan a été élaboré de commun accord avec le secteur privé, notamment, n'est-ce pas, les plus grands créateurs de richesses que sont le JICAM, c'est 70% du PIB du Cameroun, et les autres aussi, le MECAM, et la CIMA, et CAM et tout, ils ont pu contribuer. Non, écoutez, et quand vous parlez même, n'est-ce pas, de la mobilisation des richesses et des ressources, des recettes, et ceux qui ne paient même pas les impôts. Ceux qui pour l'instant payent les impôts, c'est les 2000 entreprises qui sont dans le secteur formel, structuré. Et le télééconomiste qui est à côté de moi le sait très bien. Les 92 000 autres, c'est les petits débrouillards qu'on ne comptabilise pas véritablement. Et pour l'instant, il est question, n'est-ce pas, de les amener à migrer vers le secteur formel, ce qui permettra, n'est-ce pas, de mobiliser plus de recettes. Aristide Bekam, finalement, vous vous posez la question, est-ce qu'on pourra atteindre 2014, d'ici à la fin de l'année 2014, avoir de bons chiffres? D'ailleurs, on le signalait tout à l'heure, le gouvernement dit vouloir s'appuyer sur le secteur privé. Je dis c'est un plan ambitieux. Suzanne a dit ici, il faudrait que tout le monde joue le jeu. Il faudrait que l'État lui-même s'acquitte de ses dettes. Parce qu'il y a un certain nombre de prestataires. Moi c'est courant. Mais Aristide, dans le plan, c'est précisé. Non, c'est pour votre interrompu. Dans le plan, c'est précisé, monsieur. C'est bien dit, n'est-ce pas, que l'État va améliorer, n'est-ce pas, le règlement des prestations à temps. C'est bien dit dans le plan. Mais l'État ne paye pas, monsieur. On est d'accord, on en souffre tous. Alors, qui doit à l'État payer plus de 2, 3, 4, 5 milliards depuis près de 5 ans? Vous racontez quoi? Ça, on le sait. Il y a des opérateurs économiques ici qui ont fermé parce que l'État ne paye pas. Tout à fait, on est d'accord. Très bien, on le sait. Aristide Bekam, on revient à vous juste un instant, le temps de permettre à Suzanne Kalaloubet de dire au mot. Non, c'est parce que le défenseur du plan d'urgence qui nous dit que c'est un plan miraculeux qui va résorber en 6 mois les lourdeurs et lenteurs et inertie que l'on connaît. Je pense que c'est pas juste. Je voudrais souligner quelque chose d'important. Le fait, c'est pas qu'on ne produise pas. Le fait, c'est qu'il n'y ait pas d'opérateur. Le fait, c'est le comportement des acteurs dans la chaîne économique. C'est la mobilisation des intelligences pour qu'on produise ensemble. Et l'État, de mon point de vue, dans ce plan d'urgence, a escamoté les acteurs. Parce que qui produit? Qui organise la production? Qui redistribue? Ce sont les opérateurs économiques. Et quand vous dites que le secteur informel c'est du pipi de chat, excusez-moi, c'est faux. Toutes les économies dites sous-développées reposent hélas sur ce petit secteur informel entre guillemets. Justement, c'est pour ça qu'on veut les encourager à migrer vers le formel. Est-ce qu'il est possible que ce que vous dites n'est pas très exact? Alors, Joseph Roland, je te permettre à Suzanne Kalaloubet de terminer. Non, c'est parce qu'il comprend bien que son plan d'urgence n'est pas très urgent pour nous. Qu'il faut aller c'est déjà mon plan d'urgence. Ce que je veux simplement dire, c'est que il faut qu'on insiste sur cette question pour qu'il y ait croissance, avec répartition des biens et des richesses pour tout le monde. Il faut une coercition, une organisation et une conscientisation des acteurs. Tous les acteurs doivent mettre la main à la pâte. On est d'accord. Parce que s'ils mettaient la main à la pâte, il n'y aurait pas eu de Dangote. Il n'y aurait pas eu tous ces exportateurs. Êtes-vous contre Dangote? On ne serait pas dans tout ce désordre. Mais on doit pouvoir attirer les investissements directs étrangers au Cameroun. Vous êtes capable... Et c'est dans le plan d'urgence. Il faut davantage attirer. Le Nigeria a attiré des investissements directs étrangers de 7 milliards de dollars en 2013. Combien est-ce qu'on a attiré au Cameroun? Donc je continue pour dire que... Vous êtes un modérateur. Non, pas modérateur. Ce n'est pas une discussion certainement entre Suzanne Kalaloubet et Joseph Roland. Chacun a son tour de parole. Suzanne termine. Non, je finis parce que mon seul argument finalement, c'est pour ça qu'il peut entrer dans mes trous, mon seul argument c'est de dire qu'il faut que les acteurs soient conscients que la croissance c'est pour nous tous et qu'ils y travaillent. Et le plan d'urgence aurait donc dû être une liste de comportements et de mesures que le gouvernement prend pour relancer la machine de production économique en définissant des priorités. Parce que quand on fait l'analyse, c'est pas qu'on n'est pas capable, c'est pas qu'on ne sait pas, mais je répète, il y a un déni de confiance vis-à-vis de l'État d'un certain nombre d'opérateurs, et ces opérateurs ne restituent pas au pays ce qu'ils y prennent. C'est ça que je dis. Alors pour sortir de la question, Robert Moutarbassa, à quoi devrait-on s'attendre dans les jours qui viennent? Qu'est-ce qui doit être fait à la fois par le gouvernement, par le secteur privé, même par tous les acteurs, pour que finalement, d'ici à la fin de l'année 2014, peut-être qu'au 31 décembre, lors de son discours, que l'on entende le contraire de ce qui a été entendu à la fin de l'année 2013? J'attends pas grand-chose. J'attends pas grand-chose parce que quelque part, vous savez, au Cameroun, on a de bons textes. On a de très bons textes dans tous les secteurs. Nous avons un problème de ressources humaines au Cameroun. Et c'est le gros problème parce qu'il y en a qui se comportent comme s'ils sont des étrangers de passage au Cameroun. Ils ne savent pas qu'ils sont chez eux et ils doivent travailler pour ce pays, pour l'intérêt général.
Donc le problème, il est là. Si, sans parler même du plan que mon voisin de droite a vu dans le site du ministère du Plan, si les opérateurs économiques, les ménages, si tous les créateurs de richesses déclaraient exactement les richesses produites, je peux vous garantir qu'on ne serait pas 6%, on serait plus de 10%. Bon, le problème, il est là. Il faut déjà trouver moyen de permettre que ceux qui payent, payent normalement. Et ceux qui ne payent pas commencent à payer. Et au niveau de l'argent, l'argent circule énormément en liquide. Il faut stopper. Il faut mettre un système où ce soit la monnaie fiduciaire, que ce soit les cartes de crédit, les virements bancaires et autres, les chèques et autres, qui soient le plus utilisés. Et il faut revenir au b.a.-ba de ces choses-là. Je peux vous garantir que, quel que soit le business que vous faites dans ce pays, pour avoir un bénéfice net de 25-30%, ça veut dire que c'est un très très gros business. Mais quand vous voyez des gens qui réalisent 4-5 fois leur chiffre d'affaires, alors qu'ils déclarent un bénéfice, ils sont presque en faillite dans les livres financiers, je crois qu'il y a du travail à faire de ce côté. On doit pouvoir, dès qu'on voit quelqu'un qui évolue d'une certaine manière, on vous appelle, on vous dit, ben, monsieur, mais votre bilan déclare un bilan négatif, mais vous êtes en train de construire un immeuble au nom de votre grand-mère à 10 étages là-bas. Dites-nous comment vous faites. Faites profiter ça à tous les Camerounais. Parce que c'est ce qui se passe en fait. Tant qu'on ne va pas remettre les choses d'équerre, comme on disait tout à l'heure, on va continuer à avoir les chiffres comme le Premier ministre a demandé 6%, il aura 6% en fin d'année. Très bien, merci à vous pour c'est peut-être cette belle conclusion. Je vous propose à présent d'évoquer une autre actualité, cette fois politique à l'international. On va évoquer cette élection de Abdelaziz Bouteflika, le président algérien. Eh bien, Joseph Roland-Jotier, la presse a démontré un intérêt particulier quand même pour cette élection présidentielle en Algérie. Pourquoi de votre point de vue? En fait, selon moi, parce que l'Algérie et le Cameroun entretiennent des relations très très amicales et historiques. Il faut déjà rappeler, n'est-ce pas, que le président actuel, n'est-ce pas, sort, n'est-ce pas, du moment de révolution qui a mis en place, n'est-ce pas, en fait, qui a permis au FL, au Front, n'est-ce pas, au Front de Libération, n'est-ce pas, d'accéder au pouvoir. Donc, il est actuellement le 5e président, n'est-ce pas, qui gère le pays depuis 62, depuis l'époque des Boumediens, de Ben Bella et de bien d'autres. C'est donc normal, n'est-ce pas, que la presse camerounaise s'intéresse à cela. Également, c'est également normal que la presse s'y intéresse parce que, voyant que le président Bouteflika est vieux, malade et tout ça, certainement les gens se disent que le scénario algérien pourrait également se reproduire au Cameroun. D'ailleurs, vous avez vu les unes des journaux, ils ont pratiquement fait le rapprochement. Un président malade, c'est vrai qu'il n'a que 77 ans par rapport à d'autres, en train d'aller voter sur un fauteuil roulant et tout. Bon, ceux qui sont contre cela, ils ont certainement des raisons, mais je pense qu'on ne change pas facilement un système qui a été mis en place, n'est-ce pas, après une période difficile, une période noire, une période par laquelle des patriotes ou des nationalistes ont versé du sang, ont versé de leur sang, ont donné de leur sang pour accéder au pouvoir. Alors, vous avez l'impression, Moutambassa, que ce parallèle que Joseph Roland-Jotier semble assez aisément exprimer entre l'Algérie et le Cameroun pour des liens, j'ai envie de dire, diplomatiques, est-ce que ce n'est pas finalement cette image qui a quand même cristallisé beaucoup l'attention Abdelaziz Bouteflika dans un bureau de vote sur une chaise roulante? Ben, moi, je n'ai pas la même approche que lui parce que je peux comprendre que des gens, par lassitude, parce qu'on a vu quelqu'un beaucoup trop longtemps au même endroit, ne veut plus que la personne soit là, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Ce qui est sûr, cette lassitude, elle est normale et naturelle. Mais ce qui est aussi sûr, c'est que pour être président de la République, il faut être élu. Il faut aller aux urnes. Et quand les urnes faites de vous le président, même si vous êtes assis sur une chaise roulante, vous êtes chef d'État. Être assis sur une chaise roulante bien malade n'est pas un critère d'incompétence pour assumer la fonction présidentielle. Et donc vous estimez que même dans cet état de santé, Abdelaziz peut gouverner? Il y a des jeunes qui sont malades, il y a des jeunes qui sont incompétents. Donc je pense que le peuple algérien a fait son choix. Moi je ne vais pas commenter ce choix. Démocratique pour vous? Pour moi, c'est démocratique. Ils l'ont élu, ils l'ont choisi. Ils pensent qu'il est peut-être assis sur une chaise, mais peut-être son cerveau tourne à une très haute fréquence et qui permet de suivre les dossiers normalement. Puisqu'il est là en place, assis sur la chaise, ça avance. Je crois que
Je peux comprendre que les gens qui veulent vite aller au pouvoir cherchent des raccourcis, mais à partir du moment où c'est passé par une élection, moi je n'ai rien à dire. Je pense que c'est normal, c'est démocratique. Alors, c'est donc la presse n'a cessé de ressasser qu'en fait, Abdelaziz Bouteflika est un homme qui apparaît plutôt affaibli, très malade, qu'il a souffert d'un accident vasculaire cérébral durant plusieurs mois. Est-ce que cela suffit pour tenter de se demander s'il peut gouverner dans son état de santé actuel? Alors déjà, je pense que la presse n'a pas tellement parlé de la réélection de Bouteflika. Quand on regarde bien, en dehors de la grande une de Mutation qui faisait le parallèle et quelques rares articles, elle n'a pas tellement insisté là-dessus. Et si elle avait dû insister, c'est certainement pas sur cette image-là. Moi, j'interprète pas pour dire oui, c'est parce qu'il est trop vieux, etc. Je pense que l'élection, l'interrogation autour de Bouteflika, ou bien autour de Paul Biya, etc., doit aller au-delà de est-ce qu'il règne seul? Parce qu'un chef d'État, c'est pas lui l'État. Le fait qu'il soit malade, qu'il soit sur un fauteuil roulant, paralyse-t-il la tête de la politique algérienne? Comment est la nomenclatura algérienne? Comment est organisé l'État? C'est ça qui pose un problème de fond et qui fait qu'on se cristallise sur les individus. Et je pense que c'est cette réflexion que la presse doit avoir. C'est-à-dire qu'il y a un présidentialisme excessif que l'on a constaté depuis François Mitterrand, qui a été sublimé par Sarkozy et qui existe aussi chez nous. Mais est-ce que ce présidentialisme empêche le fonctionnement de l'État? Est-ce que la maladie de Bouteflika empêche que les questions politiques essentielles soient résolues en Algérie? Et je pense qu'à vouloir faire un parallélisme absolu, la presse est passée à côté des questions importantes. Qui gouverne un pays? C'est le chef de l'État, lui tout seul? Son état de santé perturbe-t-il? Est-ce que c'est acceptable en République? C'est autant de questions qui se posent, y compris pour le Cameroun. Mais comme on est fatigué, comme il dit Paul Biya, même si Paul Biya partait, est-ce que le système Biya serait terminé? Est-ce qu'on en aurait fini avec la misère, etc. C'est autant de questions, je trouve, que pour moi, la réélection de Bouteflika suggère, surtout dans les conditions dans lesquelles se trouvait l'Algérie au moment de sa réélection. Et pour finir, que veulent les peuples, finalement? Que veulent les peuples africains? Est-ce qu'ils ne sont pas fascinés par une continuité du pouvoir? Et si c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour casser? Donc c'est pour moi, en tout cas, c'est autant de questions qui feront l'objet de mon regard, mais autant de questions que je crois que la presse doit agiter pour, je ne sais pas, pour la citoyenneté dans la réflexion politique. Alors il y a donc certainement beaucoup d'autres choses à dire que d'estimer que Bouteflika est très malade et se demander comment il est possible de gouverner dans cet état, de continuer à dire que même au sein de sa famille, on a vu des personnes qui étaient mécontentes du fait qu'il a annoncé sa candidature. Mais mécontent ou pas mécontent, il faut noter que Bouteflika, dans cette sous-région-là, est pratiquement le seul président qui est resté, c'est-à-dire face à la révolution. Et il faut déjà noter ça, c'est un plus. Vous voulez bien sûr parler du printemps arabe. Du printemps arabe. Et il faut regarder un peu autour. C'est-à-dire il ne faut pas vouloir le changement forcément pour le changement, c'est-à-dire faire comme la critique pour la critique. Il faut avoir des objectifs précis. Vous voyez la Libye, vous voyez la Tunisie, c'est un désordre absolu. L'Égypte également. L'Égypte également, c'est un désordre absolu. C'est-à-dire aujourd'hui un Premier ministre est placé, le lendemain il démissionne, c'est à peine si l'autre vient faire 6 mois, ainsi de suite. Moi je pense que même ceux qui fondent l'opposition là-bas doivent mûrir leur projet. Maintenant, au-delà du traitement de la presse, moi je pense que la presse est focalisée sur la chaise roulante, c'est-à-dire voir un président aller mettre le bulletin de vote dans l'urne, étant sur une chaise roulante, comme pour dire, pour susciter la question, même si elle n'est pas allée au fond, pour dire, mais cet homme est malade, est-ce qu'il va pouvoir gouverner? Suzanne a quelque part raison d'interroger sur la structure même dirigeante des États. C'est-à-dire qui gouverne dans un État? Ce n'est pas forcément le président. Le président, c'est un censeur. Le président, en réalité, c'est un censeur. Il y a un certain nombre d'acteurs. Si vous avez une technostructure qui est bien établie, qui est bien assise, qui est bien implantée, vous n'avez pas besoin forcément d'apparaître ou alors d'être au devant de la scène pour gérer un État. Mais je pense que le président Bouteflika, c'est pas forcément, c'est un point de vue personnel, c'est pas une bonne image. C'est-à-dire, moi je pense que lorsqu'on est au-delà de tout, lorsqu'on est malade, on se repose et on laisse les autres faire.
Est-ce que cela veut dire, tel que Moutamba ça le disait, être malade signifie-t-il que l'on perd tout droit, toutes ces raisons pour ne pas pouvoir prendre des décisions lorsqu'il faut? J'ai dit, à un moment, c'est un point de vue personnel. Oui. On a le même syndrome un peu en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un président qui est parti, qui est malade, qui dit « moi je suis malade » et après qui revient à peine qui est reparti. Oui. Ça suscite un certain nombre d'interrogations. Il faut se poser des questions, mais ça ne veut pas pour autant dire que la Côte d'Ivoire ne fonctionne pas. Elle fonctionne. Et pour revenir un peu sur le sujet économique, un pays qui était en guerre est passé, nous sommes aujourd'hui à 7,8%, alors que le Cameroun est en train de chercher à avoir 6%. Alors, Joseph Valentin, comment il est possible de comprendre le parallélisme qui est fait entre l'Algérie et le Cameroun aujourd'hui, notamment au niveau de ses chefs d'État? Vous appréciez tout à l'heure les relations qui lient le Cameroun à l'Algérie. Pensez-vous également qu'il y a un certain syndrome algérien qui pourrait se retrouver sur l'État du Cameroun? Bon, la presse a le droit, n'est-ce pas, de se poser des questions. Le fait que le président Bouteflika est allé voter étant sur un fauteuil roulant est un fait insolite et ça fait partie, n'est-ce pas, des critères d'information. Parmi les 6 différents critères, il y a l'insolite, il y a l'opportunité, il y a l'impact, il y a la notoriété. Donc, en fait, ce rapprochement-là, je peux quand même le comprendre. C'est possible, n'est-ce pas, que le scénario qui se déroule de ce côté-là puisse se reproduire ici. C'est pas impossible. Mais est-ce à dire, n'est-ce pas, quand on est assis, on peut pas gouverner, on peut pas diriger. Il y a quand même des chefs d'État qui ont continué à gouverner dans le monde alors qu'ils étaient parfois dans le coma pendant quelques semaines. Et ce n'est qu'après qu'on a pu trouver une solution parce qu'on avait espoir qu'ils devaient sortir de là et continuer à travailler. Mais en réalité, pour être honnête, on saurait vraiment diriger de manière très efficace en étant assis. En réalité, il faut être debout parce qu'il y a des choses, il y a des dossiers sur lesquels, pour que ces dossiers puissent être levés, puissent être solutionnés, il faut vraiment se lever. Il faut parfois faire le tour du pays en 2 semaines, faire 3-4 tours pour pouvoir régler certaines choses. Et quand on est malade, on est diminué certainement. Alors, Moutamba, il n'y a que la presse, on va citer cette déclaration contenue dans le journal Mutation de ce matin, qui estime que les mêmes signes d'essoufflement de la gouvernance que présente l'Algérie sont également perceptibles au Cameroun. Oui, disons qu'on ne peut pas empêcher le journaliste d'imaginer, hein, parce que vous savez, c'est tous les jours qu'il y en a, qui s'attendent à voir quelque chose le matin, ils ne l'ont pas. Ils ne sont pas des chefs d'État. C'est une fonction qui est particulière parce que être président de la République, c'est quand même quelqu'un qui est au-dessus du lot, qui ne reçoit pas les dossiers à étudier. Jamais reçoit les dossiers déjà bien traités avec des propositions, que ce soit des ministères du gouvernement, que ce soit, et quand un dossier arrive et qu'il est brut, il a des collaborateurs à la présidence pour traiter et lui faire des propositions. Donc, un chef d'État est là pour gérer les imprévus, il est là pour dénouer le nœud gordien, casser le noyau dur, il est là pour réajuster les insuffisances, diminuer les excès. C'est quelqu'un qui module, qui régule en fonction de la Constitution. Il est garant de cette Constitution. Donc, quelque part, comme l'a dit Suzanne, c'est un système. Quand le système est bien organisé et qui fonctionne bien, même si, d'une manière ou d'une autre, le président peut être diminué, ça n'empêche pas le pays d'évoluer normalement. Maintenant, quand un système n'est pas bon, n'est pas efficace, et qu'il y a des gens qui jouent contre leur propre camp, c'est-à-dire le camp du président en particulier, les gens qui mettent le but dans leur camp, les gens qui essayent d'accompagner le président à sortir, au lieu de l'aider à résoudre les problèmes, par exemple, des Camerounais, c'est des gens qu'il faut débusquer, c'est des gens qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Vous voulez parler là des cours roulants séjour privé? Non, pas forcément. C'est pas ça, je parle du système. Il y a un système en place, forcément. Il y a des résistants au sein du système. Je l'ai dit quelque part même ailleurs, le problème aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas du Cameroun, c'est pas l'opposition en face. C'est au sein du ADPC que ça se passe, c'est-à-dire des gens qui sont sympathisants ou militants. Donc des gens qui ne veulent pas accompagner, à aider le président à prendre les bonnes décisions et qui peuvent parfois se retrouver en train de faire prendre de mauvaises décisions. Le cas du ministre Mbappé, c'est là. Le président n'a jamais demandé de l'enfermer, mais les gens ont pu l'enfermer. C'est un système. Allez maintenant voir le détail, on va vous dire oui, il le sait, il a dit, mais il s'est retrouvé. Oui, ça c'est pour essayer de camoufler les choses. Ceux qui connaissent le président, c'est un légaliste qui a toujours respecté la loi. Et il ne va pas dire d'enfermer quelqu'un alors que le lendemain dit que non, laissez-le gérer. Vous comprenez? Donc, comme elle a dit, c'est un système. Et nous, on pense. Et il faut peut-être pouvoir comprendre ce système, Suzanne Kalalobé. Oui. Et même le système algérien, peut-être comprendre
Pourquoi un frère d'Abdelaziz Bouteflika est très présent à ses côtés et qui prend parfois certaines décisions? C'est une question de confiance, madame. Non, moi, je voudrais juste le parallélisme qui a été opéré entre le président sur un fauteuil roulant et de façon insidieuse un croulant à la tête de l'État camerounais. Ce parallélisme, à mon avis, c'est un parallélisme de propagande, mais qui ne s'arrête que là, parce que les deux systèmes ne sont absolument pas analogues, ils ne reposent pas sur les mêmes organisations, sans compter que l'Algérie a traversé sa perturbation, et c'est quand même l'ancienne école qui a repris le contrôle. Donc il y a une situation particulière. Mais je répète que ce que ça pose, c'est la perception que la presse a du pouvoir, de faire croire ou de croire que sur un homme repose tout l'avenir d'un pays. Et je pense que l'une des difficultés même aujourd'hui de l'opposition algérienne ou même camerounaise, c'est de ne pas analyser et décrypter le système qui permet la réélection de Bouteflika, ou de limiter cette réélection à la seule fraude. Parce que si fraude il y a, c'est qu'il y a une organisation mathématique. Et cette organisation ne dépend pas que de Bouteflika seul. Ça dépend d'une formation qui s'appelle le FLN, qui est implantée, qui a une histoire, qui a un contrôle social sur les populations. Et l'enseignement qu'on doit tirer, c'est que pour qu'on renverse la vapeur, il ne suffit pas qu'un chef d'État parte. La preuve, ils sont partis en Égypte, en Tunisie, mais le système n'a pas été touché. Et il se reproduit avec des métastases. Et ce qui se passe, si on fait un parallélisme, entre ces pays et l'Afrique du Sud, par exemple, l'ANC a bien sûr des adversaires, mais les adversaires de l'ANC n'arrivent pas à bousculer. Pourquoi? Parce que le Parti communiste sud-africain existe depuis plus d'un siècle et il exerce un contrôle social et politique sur les masses. Donc les anciens ne peuvent pas enlever. Ils ne peuvent pas. Et je crois que c'est ça qu'on doit dire aux Camerounais en disant que, ok, Paul Biya doit partir, c'est incontestable. Mais lui partant, le système meurt-il avec lui? C'est pareil pour Bouteflika. Alors, y a-t-il donc finalement des leçons à retenir après cette réélection de Abdelaziz Bouteflika, Aristide Guekam? Oui, mais je pense que au-delà des leçons à retenir, la presse, il y a quelque chose. C'est-à-dire, j'ai lu dans un journal de la place, lorsque le président Biya, de façon diplomatique, a adressé ses félicitations, le président Biya a adressé ses félicitations au président Bouteflika, la presse a dit Biya comme Bouteflika. Comme pour dire que d'ici les élections en 2018, le président se représentera. Ça n'engage que le président, c'est-à-dire c'est un point de vue qui l'engage personnellement. Mais je pense que au-delà, il faut pas toujours. Moi je dis ici, il ne faut pas toujours faire de l'opposition pour l'opposition. Il faut avoir des objectifs précis. C'est-à-dire lorsque vous êtes un parti politique, vous voulez forcément l'objectif préalable, c'est d'accéder au pouvoir. Mais il faut cultiver les masses, il faut éduquer les masses. On ne bouscule pas un système, on ne se lève pas un jour ou l'autre, on bouscule tout un système. Non, même si le système du RDP est un tout petit peu fragile, parce que à remarquer ce qui s'y passe ces jours-ci où on ne respecte plus rien, c'est-à-dire des instructions sont données de la hiérarchie du parti, mais personne n'en a cure. Excusez-moi, passez-moi l'expression, personne n'en a cure. Donc moi je pense qu'il faudrait que ce soit pas seulement au Cameroun, que ce soit dans d'autres pays, il faudrait que les partis politiques cultivent leur masse afin d'imaginer d'accéder au pouvoir. Très bien. On va sortir de ce sujet. Il nous reste très très peu de temps. Et je vous propose d'évoquer ce fait d'actualité, cette actualité tout de même, les emballages plastiques non biodégradables et biodégradables. La mesure du ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable devrait entrer en vigueur depuis le 24 avril dernier. D'ailleurs, on remarque qu'il y a des contrôles qui sont exercés dans certaines pharmacies, dans des commerces, mais c'est à se demander si la presse, on a également l'impression, Joseph Roland-Gauthier, que beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de personnes dans la rue, des ménagères, des commerçants, n'ont pas encore bien compris ce que l'on entend par emballage plastique biodégradable. Alors, est-ce que vous avez l'impression que la presse a accompagné cette mission de sensibilisation effectuée par le ministre de l'Environnement? Il faut dire, Sandrine, n'est-ce pas, que la date, n'est-ce pas, à laquelle ces différentes mesures qui ont pour but non seulement de migrer des emballages plastiques non biodégradables vers le bio,
y compris le traitement des déchets, est entré en vigueur le 24 avril dernier, je veux dire, n'est-ce pas, jeudi dernier, et il ne restait plus qu'un jour pour traiter cette information-là, et peut-être le week-end pour la télévision. Mais il faut dire quand même que la presse a quand même accompagné, mais une grande communication n'a pas vraiment été faite depuis novembre 2013, quand le ministre de l'Environnement est venu à Douala pour sensibiliser les opérateurs économiques. On sera attendu à ce qu'on organise une véritable campagne de sensibilisation, comme on l'a fait pour les élections, comme on l'a fait, n'est-ce pas, par exemple, pour les inscriptions sur les listes électorales. Parce que c'est un problème, c'est une préoccupation vraiment importante qui touche beaucoup de secteurs, qui non seulement, n'est-ce pas, va avoir un coût pour les entreprises, mais aussi va générer beaucoup d'emplois, parce que c'est ce que beaucoup n'ont peut-être pas dit, beaucoup de journaux n'ont pas dit. Généraux fait perdre de l'emploi parce que lorsqu'on écoute des plasturgistes, des producteurs d'emballage plastique, ils estiment qu'il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur boulot. Si on applique, les entreprises le disent, si on migre immédiatement, c'est-à-dire que si dès le 24 d'hier, on migrait directement, cela coûterait beaucoup à l'économie, n'est-ce pas, en termes d'emploi, il n'y a pas de plus de 100 000 emplois. Mais les mêmes entreprises ne l'ont pas dit en novembre 2013, quand le ministre a vu les sensibiliser à Douala. Quand je les ai interrogés, quand la presse les a interrogés, ils ont dit que la migration ne devait pas déboucher sur l'acquisition de nouvelles machines, de nouveaux équipements. Ils ont simplement dit qu'il faudra plutôt, cela demandait tout simplement, n'est-ce pas, l'achat de quelques additifs, n'est-ce pas, pour pouvoir faire le mélange et produire des emballages biodégradables. Je me dis peut-être qu'ils ont pris le temps pour faire les analyses, se rendre compte que cela aura un surcoût. Autre chose, ce qu'il faut également dire, c'est que ces différents textes ne concernent pas que le plastique non biodégradable, de moins 60 microns. Ça concerne tous les types de déchets au Cameroun, que ce soit les déchets électriques, électroménagers, les déchets, par exemple, ferreux, le métal. Ça concerne également, n'est-ce pas, les appareils électroménagers, les congélateurs, les téléviseurs et tout ça. Donc, ça concerne en réalité. Sauf qu'on parle beaucoup plus des emballages plastiques. C'est bien cela. Alors, Aristide Gotham, qu'est-ce qui pourrait donc expliquer que les emballages biodégradables ont du mal à se retrouver sur le marché? Ben écoutez, moi, Roland peut-être a raison, c'est-à-dire il y a une annonce qui a été faite timidement en novembre 2013. Moi, quand il dit qu'en grande forme, moi, je ne l'ai même pratiquement pas suivi. Moi, j'ai souvenance que j'ai eu le ministre Yele Pierre faire une petite tournée au niveau de Douala il y a 3 semaines pour rappeler, même dans toutes les régions du Cameroun, pour rappeler aux opérateurs économiques qu'il appliquera cette mesure le 24 avril. Mais il faut noter qu'un certain nombre d'opérateurs lui ont directement dit que, monsieur le ministre, ce sera très difficile pour nous d'appliquer, c'est-à-dire d'être en règle avec les textes en vigueur. Ce sera très difficile, c'est-à-dire la migration sera difficile. Mais maintenant, et ça ne m'a pas surpris qu'on puisse aller dans les pharmacies ou alors les boulangeries et autres, attraper les plastiques, en fait, les confisquer et autres. Moi, je pense que c'est dommage pour notre pays. Moi, je pense qu'il faut il faille éduquer un certain nombre de personnes. C'est-à-dire, si on veut appliquer un certain nombre de textes, il faut faire une bonne sensibilisation. Convoquer les acteurs, leur dire, voici, nous fixons le cap pour le 24 avril 2013. Préparez-vous. 2014. Préparez-vous à migrer vers les biodégradables. Ils l'ont fait. Hein. Non. J'ai dit, moi, j'ai eu le ministre. Les délais n'étaient pas très bons, mais j'ai eu le ministre et les opérateurs qui lui ont dit, monsieur le ministre, nous ne pouvons pas migrer au biodégradable le 24 avril. Ils l'ont dit quand? J'ai dit, nous ne sommes. J'ai dit. Alors, Joseph Roland, est-ce que vous pouvez permettre à Aristide de terminer? J'ai suivi cette actualité. J'ai dit, il y a des opérateurs économiques ici qui ont dit au ministre, monsieur le ministre, nous ne pouvons pas migrer au biodégradable. Parce que ça a des coûts, dès le 24 avril, donnez-nous jusqu'à la fin décembre 2014. Le ministre a dit non, même si on vous donne 2 à 3 ans, vous ne le ferez pas. C'est de là où nous nous trouvons. Maintenant, quitte à faire la publicité à certaines boulangeries ou à certaines pharmacies où on va attraper des plastiques aux gens, arracher des plastiques aux gens, pour que des gens sortent des boulangeries avec des pains pratiquement sur la main. Ce n'est même pas une bonne image pour le Cameroun. Pour ceux qui bagarrent pour ce pays, pour que le Cameroun ait une bonne image, ce n'est même pas une bonne image pour nous. Alors, Robert Moutamba, ça vous travaillez beaucoup dans le développement durable. Et là, on parle du développement durable. Le ministre de l'Environnement a expliqué qu'il faut
cette mutation, pour assainir l'environnement, il faut passer au biodégradable pour que ces emballages plastiques qui étaient jusqu'ici utilisés, qui ont du mal à se dégrader avec la nature, que ce soit une autre image. Il a d'ailleurs expliqué que le Cameroun faisait partie encore de certains pays qui n'arrivent toujours pas à utiliser les emballages plastiques. Alors aujourd'hui, un peu plus de 3 jours après que la mesure, ou bien 3 jours exactement après que la mesure devrait avoir pris effet, le constat que l'on fait... Ça a pris effet, Sandé. A pris effet, exactement. Qui a pris effet, on a le constat que ces emballages plastiques biodégradables ont du mal à passer. Comment il est possible d'expliquer cela? Pour ma part, je suis un peu... En fait, je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un vrai débat au sein du ministère de l'Environnement avant de prendre cette décision. Parce que je ne suis pas sûr que c'est la meilleure des décisions qui a été prise. Parce que je peux vous donner quelques exemples simples. Parce que quand on parle d'emballage plastique, il n'y a pas que ce papier de cet emballage de moins de 60 grammes. Il y en a plusieurs. 60 microns. 60 microns. Il y en a plusieurs. Je peux même aller jusqu'à vous dire que celui qu'on demande de supprimer est celui qui fait le moins mal à l'environnement. Parce qu'en fait, il impressionne de façon visuelle. Il est partout, il est gratuit, il n'est pas acheté, il est sur les arbres, pelouse partout, il est caniveau et autres. C'est vrai, c'est visible, ça a un impact sur la vie qui est plus élevé que les impacts qu'on ne voit pas. Mais il peut vous garantir que, je vous donne quelques exemples. Le mouchoir que vous utilisez en papier, là, il a besoin de 3 mois pour se dégrader, quand vous le jetez dans la nature. Le mégot de cigarette que vous jetez a besoin d'1 an à 2 ans pour se dégrader. Le chewing-gum que vous mâchez, que vous rejetez, a besoin de 5 ans pour se dégrader. L'huile de vidange dans les stations, 5 à 10 ans. C'est pire. Le sac plastique dont on parle, ça part de 100 à 400 ans. C'est vrai. Mais les canettes d'aluminium, là, où on a du coca, on a de la bière et tout cela. Ça va jusqu'à 500 ans pour se dégrader. Les bouteilles plastiques, quand on boit l'eau minérale, vont jusqu'à 1000 ans. Quand vous voyez bien, je ne suis pas sûr que c'est le sac plastique qui est le plus mauvais. Et pour les sacs biodégradables, qu'est-ce qu'on fait? On prend 40% d'amidon, soit de pommes de terre ou bien de manioc, pour rajouter au polyéthylène. Parce que le sac actuel, c'est du polyéthylène stabilisé. Quand on réchauffe, on l'étire, il devient plastique. Ça fait partie de la chimie dans la section pétrole. Maintenant, on prend 40%. On met 40% d'amidon de pommes de terre ou de manioc, plus 60% de polyéthylène, pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui sac biodégradable. C'est vrai, ça garde quand même 60% des mêmes problèmes que le polyéthylène qui est à 100%. Okay? Mais il est plus dangereux. Pourquoi? C'est ça biodégradable. Écoutez bien, il est plus dangereux. Pourquoi? Parce que les 40% d'amidon, de manioc ou de pommes de terre, dans le processus de dégradation, crée des gaz à effet de serre qui participent pour le réchauffement de la planète. Ce n'est pas visible, mais c'est plus dangereux. C'est pas visible, mais c'est plus dangereux parce que la planète, quand elle se réchauffe, c'est pas comme les papiers qu'on voit qui bougent par-ci, par-là. Donc, quelque part, on débouche même sur les pluies acides. Donc, je ne pense pas que les emballages biodégradables sont, au plan environnemental, meilleurs que ceux qui ne sont pas biodégradables. À côté de ça, le prix de ces emballages bio est le double des autres emballages, de la polyéthylène. Et du coup, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas ces nouveaux hommes d'affaires qui ont besoin de faire passer leurs produits, qui essaient d'emballer certains techniciens du ministère pour que le polyéthylène moins cher, gratuit, soit remplacé par le bio? J'ai dit, on met quiconque au défi, qu'on fasse des plateformes, des tables rondes. L'emballage biodégradable avec amidon, manioc ou truc est plus dangereux que le polyéthylène qu'on utilise en ce moment. Parce qu'il joue sur le réchauffement de la terre, alors que ce n'est pas le cas pour l'autre. Alors, Suzanne Kalalobe, finalement, est-ce qu'on a eu des précisions suffisantes pour savoir comment devrait se faire la mutation du non biodégradable au biodégradable? Déjà, je ne suis pas du tout d'accord avec le développement de mon voisin, mais ça nous obligerait de rentrer trop dans des détails techniques. Parce qu'il faut faire très attention avec les experts. Ils vont utiliser un certain nombre de terminologies qui vont nous embrouiller et on va croire que c'est vrai. Mais j'aurai l'occasion de discuter avec lui du point de vue de l'expertise.
Ça, c'est d'un. De deux, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit qu'il n'y a pas eu de débat au sein du MINEBDED. Ce n'est pas vrai. Depuis la réglementation qui a été votée en 1996, il y a eu plusieurs concertations, plusieurs séminaires du MINEBDED avec les opérateurs économiques. Je suis à Isakam et je peux vous dire que j'ai assisté à plusieurs séminaires initiés par le MINEBDED pour sensibiliser sur la réglementation, pour sensibiliser sur les impacts environnementaux de nos activités, pour sensibiliser, etc. Les opérateurs économiques ont été sensibilisés, oui. Même pas sensibilisés, on les a rencontrés, on a discuté avec eux. Mais il ne faut pas qu'on s'inquiète. Tous les opérateurs économiques sont comme ça dans le monde entier. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans l'engagement des États dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans la réduction des énergies fossiles produites par les pays du Nord? C'est les industriels qui résistent, qui refusent d'investir sur la durabilité de la vie et préfèrent la rentabilité immédiate. Voilà. Le débat actuel entre ceux qui refusent la disposition écologique du MINEBDED, ce n'est pas du tout pour le bienfait de l'humanité. C'est deux conceptions différentes de l'environnement, ou du moins du développement durable. Il y a ceux, comme les industriels, ceux qui produisent les plastiques, qui n'ont rien à faire de demain, du futur de l'humanité. Et il y a ceux qui disent qu'il faut prévenir maintenant pour protéger la Terre. Et c'est un débat de fond. Et là où je suis entièrement d'accord avec eux ici, c'est que ce débat de fond n'a pas été porté sur la place publique comme il le fallait par le MINEBDED. Et c'est très important. Je le dis, je parle avec passion parce que ça fait 4 ans qu'à Isakam, nous essayons de vouloir organiser des assises nationales des déchets au Cameroun. C'est-à-dire une plateforme où tous les producteurs de déchets, les pollueurs, les transporteurs et aussi ceux malheureusement qui subissent la pollution, on s'assoit et on dit qu'est-ce qu'on fait pour notre Cameroun? On commence où? Il ne s'agit pas de produits de substitution, mais jusqu'où on va continuer à laisser les déchets polluer notre vie. Alors, et comment on va faire? Là, c'est un premier pas. Pour moi, c'est un premier pas. Alors, avant de revenir à Robert Moutambassa, est-ce que vous avez donc finalement l'impression que le ministère de l'Environnement a mis la charrue avant les bœufs? Non, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Je ne pense pas que le ministère de l'Environnement ait mis la charrue avant les bœufs. Non, pas du tout, parce que je suis très d'accord avec Suzanne pour une première fois, parce que vraiment je suis très d'accord avec elle. C'est depuis des années qu'on discute avec le patronat. Je vous dis, mon problème avec certains opérateurs économiques, c'est que l'année dernière, quand on est revenu pour discuter de manière très sérieuse sur ce sujet-là, moi j'étais dans la salle pendant 3 heures de temps, personne n'a dit au ministre, écoutez, vraiment la migration de le 24 avril va nous coûter tant, ça va coûter 100 000 emplois, ça va être très dur pour nous, on ne pourra pas, voici ce que nous exigeons pour que nous puissions migrer dès le 24 avril. Ils ne l'ont pas dit. Ce n'est que cette semaine qu'au JICAM, les industriels qui produisent les plastiques ont eu à présenter des chiffres disant que ça va coûter 100 000 emplois, 100 000 emplois sont menacés, et que ça aura un coût énorme, n'est-ce pas, pour leur fonctionnement. C'est là qu'ils l'ont dit. Mais il faut également savoir que cette histoire de migration des emballages plastiques non biodégradables vers le bio ne concerne pas uniquement que ceux qui produisent. Ça concerne aussi ceux qui importent ces plastiques-là. Et ceux qui importent n'ont pas totalement intérêt à ce que, n'est-ce pas, on migre vers les emballages plastiques biodégradables, puisque les emballages actuels, n'est-ce pas, le font faire des chiffres énormes. Ils font beaucoup d'argent, ils font beaucoup de bénéfices avec les emballages actuels qu'on est en train de vouloir changer. Pourquoi vous direz-vous qu'ils changent, qu'ils acceptent qu'on migre facilement vers le biodégradable? Robert Moutambassa. Oui, moi je comprends bien les uns et les autres, mais ce qui est sûr, c'est que la décision, moi je n'accuse pas le ministre n'est pas un spécialiste de l'environnement, c'est un administrateur civil, donc il a des collaborateurs qui sont des experts. Qui sont des experts, ok? Donc chacun essaie de voir un peu à sa manière. Ce qui est sûr, c'est que dans ces déchets plastiques, il y a quelque chose qu'on appelle le tri sélectif des déchets. Qui n'existe pas encore. Qui n'existe pas. Et justement, j'en viens parce que c'est bien comme Suzanne et Isaac, on va en parler un peu. Tout à fait. Moi, je sais que chez nous, par exemple... Peut-être pas tout le long de l'émission, parce que... Non, ça va aller très vite. Voilà. La solution à ce problème devait être le tri sélectif des déchets. Et très simplement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans votre maison, vous devez avoir au moins 2 poubelles. Une pour mettre les déchets de cuisine. Un peu comme cela se fait aux États-Unis où il y a 3 types de poubelles. Je pense que c'était ça la solution à apporter à ce type, de façon à ce que, depuis la maison,
les bureaux, les industries et autres, que les déchets soient mis ensemble, les déchets d'hydrocarbures souillés ensemble, les déchets solides ensemble, les déchets secs, les plastiques. Ça permet à Isacam, par exemple, quand il récupère, de pouvoir faire le tri et permettre aux gens, par exemple, qui doivent assurer le recyclage, d'aller peut-être racheter chez Isacam les papiers qu'il faut racheter ou les bouteilles, parce que je vous garantis que ces bouteilles d'eau, par exemple, quand c'est bien traité, ça vous fait des beaux pulls verts, vous ne savez peut-être pas, mais c'est ça le recyclage. Donc, je crois que le ministère, en mettant un système où, depuis la production des déchets jusqu'au recyclage, il y a une traçabilité et qu'il y ait un tri systématique qui va permettre que, depuis le ménage, les gens soient sensibilisés pour que, depuis la maison, on puisse mettre les déchets ensemble, les papiers ensemble, les épluchures de plantains et autres ensemble. Je pense que c'était la solution la moins compliquée et en attendant peut-être de mettre une solution durable en liaison avec les entreprises pour ne pas perdre les emplois et procéder par une transition douce, mais aller interdire directement depuis 2-3 jours, alors qu'en face, il n'y a rien qui a été mis en place pour faire, tout simplement parce qu'on a rencontré les gens. Qu'est-ce qu'on a rencontré? Ce n'est pas forcément des experts. Un chef d'entreprise n'est pas forcément un expert. Donc, vous pouvez lui dire des choses qui sont techniques. Est-ce que vous savez que chaque chef d'entreprise sait que le papier est sur tout là, il fait là besoin de 3 mois pour se dégrader? C'est pas sûr. Alors, il y a donc encore beaucoup de choses à faire. Oui, moi je pense qu'il faut faire, avant que Suzanne prenne la parole, moi je pense qu'il faut faire, moi je pense qu'il faut faire un débat. La parole à Aristide Guekam d'abord. Il faut mener un débat. Un débat profond, un débat public. Parce que j'ai l'impression que si vous allez dans la rue là, beaucoup de gens sont surpris. C'est-à-dire quand vous leur dites plastique biodégradable, ils savent même pas de quoi il est question. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis il n'y a pas eu un débat de fond. C'est-à-dire vous allez rencontrer les opérateurs, c'est-à-dire les opérateurs concernés. Mais est-ce que le public lui-même qui utilise ce papier-là est informé? Non. Peut-être que vous relancez Aristide Guekam. On a suivi ce matin une pharmacienne qui expliquait comment des contrôleurs sont arrivés dans son officine, ont saisi des plastiques et pourtant, disait-elle, elle a fait commander des plastiques biodégradables. Mais on lui a fait comprendre que non, il ne s'agissait pas de plastiques biodégradables. Et son interrogation, c'était de savoir quel est donc le plastique qui est biodégradable. Est-il reconnaissable à l'œil nu? Aussi simple que ça. C'est une question d'une pharmacienne, d'un usager qui se demande. Effectivement, vous continuez à rester. Oui, mais c'est bien de poser la question parce qu'il y a eu des tricheurs entre-temps. Il y a eu des tricheurs, c'est-à-dire il y a eu ceux qui... comme le ministre a dit le 24 avril, le ministre a dit le 24 avril, il y a des gars qui ont fabriqué des plastiques en disant plastique biodégradable et il y a un certain nombre de boulangeries qui se sont appropriés et lorsque le contrôle est arrivé, ils ont mis l'appareil en question pour vérifier et ce n'était pas ça. C'est du gombo qu'on donne au contrôleur. Tu vois, et c'était dommage. Et moi je pense qu'il faut arrêter comme Moutamba le dit avec force et véhémence, il faut arrêter. Il faut laisser un temps, il faut fixer un cap. On va escroquer les gens. Ça va aller dans tous les sens. Donc il faut fixer. Moi je pense que le ministre gagnerait. C'est-à-dire il faut accepter qu'on s'est trompé et refixer un cap. C'est la même chose avec l'histoire du ministre des Transports, Bello lorsqu'il était avec les voyages de nuit. C'est-à-dire il faut accepter de dire nous avons la stratégie a été mal pensée. C'est pas la même chose. C'est un point de vue. Je ne pas supplier qu'on arrive parce que les gars, les opérateurs économiques ne sont pas préparés. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Joseph, relancez-vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit et ce qu'il a dit pour 3 raisons. Premièrement, la question du tri sélectif. Ce n'est pas une question de décision, c'est une question d'organisation de toute l'infrastructure urbaine. Quand vous regardez les pays dans lesquels le tri sélectif a lieu, il y a des routes, il y a des habitations normales, il y a des poubelles à l'intérieur des maisons et il y a tout cela. Donc nous n'en sommes pas encore là. C'est-à-dire si on devait commencer par le tri sélectif, ça supposerait qu'on réorganise totalement les infrastructures urbaines et les habitudes urbaines. Donc quelle est l'urgence ? Il y a des déchets plastiques qui sont produits et il y a eu des simulations il y a tout un continent aujourd'hui qu'on appelle le continent plastique, envahi par des plastiques qui asphyxient et qui asphyxient la Terre. Donc ces déchets-là, on sait qu'ils sont éminemment dangereux pour l'évolution de la planète. En ce sens, de manière urgente, on dit on les retire, on arrête parce qu'on peut substituer. Et contrairement à ce qu'il dit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le travail, c'est un travail de longue haleine sur lequel les opérateurs économiques sont parfaitement informés.
Mais on peut choisir de tuer son prochain pour la rentabilité. Et on le sait. Ceux qui produisent des énergies fossiles et qui refusent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ils savent très bien que la planète est en train de mourir, mais ils continuent. Donc il y a un problème de fond, c'est pour ça que le débat public est important. Mais maintenant, l'organisation de toute cette communication, elle passe par les experts, par les médias, et c'est pour ça que je reviens à la manière dont les médias, parfois, nous prenons des sujets superficiellement. Ça, c'est un sujet de la plus haute importance, qui aurait pu nous permettre, le débat qu'on a, merci Sandrine, est un débat important. Et je pense que cette extension, cet élargissement doit avoir lieu dans la presse. Quand mon voisin de droite parle des experts, moi je rencontre les experts du MINEBDED, je suis désolé, c'est des gars qui sont calés, qui sont même balèzes. Et j'étais impressionné parce que de loin, je croyais que tous les fonctionnaires sont les mêmes. J'ai assisté à de nombreux séminaires avec eux. C'est des gars d'un très haut niveau. Ils savent ce qu'ils font. Mais qu'est-ce qui coince donc sur le terrain? La question, c'est long. La preuve, nous, est-ce qu'on a souvent l'occasion de discuter de l'impact des déchets? Non. Est-ce qu'on a souvent l'occasion de discuter de là où va la planète et de la pollution? Non. C'est long et c'est un travail qu'ils font au corps à corps. Et je vous le dis, les opérateurs économiques, nous voulons organiser avec eux des assises nationales de déchets pour que les opérateurs il faut pouvoir le faire. Ils ont du mal à accepter. Parce alors, on va sortir de l'émission, nous sommes pratiquement à la fin. Que faut-il espérer, juste en 30 secondes, Moutambassa, dès demain, pour ce qui est de ces emballages plastiques biodégradables? Non, mais moi je pense que demain on n'est pas prêt pour remplacer le polyéthylène par le bio immédiatement. Je crois que le ministre devra voir dans quelle mesure essayer de mettre un peu de souplesse pour que les contrôleurs, on n'ait pas arnaqué les commerçants, qu'on laisse un tout petit peu de temps pour que les choses se mettent en place, mais que la sensibilisation continue, et puis au bout d'un certain délai, et qu'on a déjà suffisamment de produits voulus par le ministère sur le marché, et là on peut passer la répression. Maintenant, les gens qui étaient assis, ils ne faisaient rien, aujourd'hui ils passent tout le temps dans les magasins parce qu'ils doivent aller arracher dans les pharmacies, les boulangeries, les autres. Ça va créer un désordre, et attention à ce pays. Une étincelle, on sait comment, mais on ne sait pas où elle finit. Merci à vous, monsieur. Merci, Suzanne Karalobe. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci également à Aristide Gekam. Merci d'avoir été là, Joseph Roland Jotier. Et merci à Robert Moutet Ambassa. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Merci également à vous, madame. C'est ici que nous allons refermer cette édition de droit de réponse, en espérant bien évidemment qu'à l'issue de ce débat, vous avez bien évidemment pu avoir votre réponse à donner à la presse cette semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, s'il vous plaît. Au revoir.